Willkommen an der zweiten Ausgabe der Internationalen Ausstellung für afrikanisches Unternehmertum aus Lausanne in der Schweiz. Es ist Zion Kickup Startups eine Freude, Sie zu begrüßen zu dürfen. Zion Kickup Startup ist die Referenzplattform für afrikanisches Unternehmertum in der Schweiz. Zum Thema ein nachhaltiges Ernährungssystem in Afrika treffen wir die ganze Woche über mit Ernährungsinteressengruppen in der Schweiz und in Afrika. Wir hoffen, Ihnen bald eine komplett deutschsprachige Ausgabe anbieten zu können. Abonnieren Sie unsere sozialen Netzwerke, um dem auf Laufenden zu bleiben. Der Aufbau des Afrika wir wollen ist möglich. Jeudi, nutrition. Vendredi, exposition, réseautage, allocution, compétition de pitch, etc. Mercredi, formation. Je m'appelle Luc Jacquier et je suis torréfacteur et fondateur des cafés Grain Noir à La Sarre. Super. Et s'il vous plaît, votre formation, depuis combien d'années exercez-vous en tant que torréfacteur? Où êtes-vous situé? Quelle est la taille de votre entreprise? Alors ça fait 10 ans que je fais ce métier. J'ai pas de formation, j'ai pas de diplôme. J'étais livreur de meubles. Et puis un jour, j'ai démissionné de mon travail du jour au lendemain, sans savoir ce que je voulais faire. Et puis j'ai retiré mes petites économies et puis je me suis lancé. Alors là, on est à 2 employés. Et on produit l'équivalent de 6 millions de tasses à l'année, ce qui représente environ 50 tonnes de café. Alors, je vais vous montrer. Alors, je reçois des palettes chaque semaine, comme ça, en fonction de mon stock, en fait. C'est mon stock qui va me dire comment produire. Donc là, on a le café vert. Le café vert, c'est le produit brut, voilà, avant torréfaction. Donc il a cette couleur verte. Et là, c'est après torréfaction, où là, il y aura l'action de la cuisson qui va donner cette couleur, voilà, brune ou noire. Tout dépend les saveurs qu'on veut donner au grain. On va peser chaque cuisson de manière bien précise. Chaque café, c'est différent. Donc on va introduire le café vert en haut de la machine. Une fois que c'est bien chaud, une fois que tous les paramètres sont verts, on va dire, je vais lancer le café vert tout simplement. Voilà, on déplace la trappe. Et puis après, on est parti pour environ 14 minutes de cuisson. Et puis après, une fois qu'on a atteint on a suivi la bonne recette avec la bonne température, et là encore une fois, chaque café c'est différent. On va simplement ouvrir la petite porte ici. Et là on aura l'agitateur qui va brasser. Il y aura aussi une aspiration qui va aspirer les fumées, et ça va aider à refroidir le café. Et une fois que le café est refroidi, on va le passer ici dans l'épierreur. Et là, ça va trier des petits cailloux. Si on a un par tonne, par exemple, on va aller le chercher. Donc ça, c'est important parce que les moulins des machines à café n'aiment pas trop les cailloux. Donc ça, c'est bien. Et puis après, une fois qu'on a terminé ça, on va aller ici à la portionneuse pour préparer des paquets de
de 500 grammes ou 1000 grammes. Donc moi j'emballe tout de suite après la torréfaction. Et après un petit coup de soudure sur le paquet pour bien sceller le sachet parce que le café est très sensible aux odeurs et puis à l'oxygène, donc il faut bien le protéger. Puis après on travaille directement sur des palettes de 400 kg. Ici je vais ranger mes petits paquets bien propres. Et puis après on va monter 4 étages pour faire une palette de 400 kg par sorte de produit. Donc il y aura par exemple un brésil 500 grammes, 400 kg. Voilà, on aura la palette ici terminée. Voilà, le brésil 500 grammes qui va partir au stock. Et là on a en permanence plusieurs tonnes qui sont préparées, prêtes à être distribuées dans toute la Suisse, restaurants, supermarchés, privés, entreprises. Alors on s'approvisionne chez un importateur parce que c'est un autre métier. Donc nous on travaille principalement avec un importateur qui va vraiment contrôler le sourçage, les tests en laboratoire, d'humidité dans le grain, faire venir le café par bateau, le stocker en Suisse. Donc ça c'est un autre métier pour moi en tout cas. Donc après on travaille des provenances comme le Guatemala, Brésil, Colombie, Costa Rica, Inde, Éthiopie et Nicaragua pour le décaféiné. Et puis voilà, nous on est vraiment spécialisé dans le café en grains. Voilà, c'est notre seul produit, on ne fait pas de capsules, de café moulu, de goodies, vraiment, ou de machines à café. On est vraiment spécialisé, que notre produit on fait, que notre café on fait. On perd le contrôle du produit parce qu'on est dépendant, par exemple, d'une machine comme ça, ou d'un barista, ou d'un technicien machine. C'est-à-dire que potentiellement la machine peut-être n'aura pas le bon réglage. Donc, par exemple, si vous avez un café qui est bien, mais s'il y a un mauvais réglage sur la machine, le café il va pas forcément bien sortir. Donc ça, on doit être attentif à ces retours clients, de conseiller le client aussi si d'un coup en tasse par exemple il n'y aura pas assez de crème, ou alors le client nous dira il n'a pas de goût votre café, puis là on pourra lui expliquer ce qu'il faut faire pour régler la machine par exemple. Le café qu'on a fait ce matin, on va voir s'il faut faire des modifications en torréfaction, enlever 1 degré, ajouter 1 degré tout simplement. Alors en Suisse, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez créer une entreprise relativement facilement. Donc ça c'est vraiment agréable en Suisse. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer, je trouve, dans le suivi pour démarrer une entreprise, en termes de conseils, je pense, surtout pour les jeunes entrepreneurs. Mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a cette facilité de créer une entreprise de manière professionnelle. En Suisse, c'est des institutions qui sont quand même assez carrées sur cette offre. Quels sont vos défis en tant qu'entrepreneur, ou quels ont été ou quels sont vos défis en tant qu'entrepreneur? Le défi, c'est surtout déjà que ça fonctionne. Ça m'a pris quand même 5 ans pour me verser un salaire. Donc c'est surtout ça, c'est que les gens apprécient un produit, c'est de trouver des clients. Quand vous partez de zéro, c'est d'y aller petit à petit, d'être persévérant. Et puis de toujours aller de l'avant. Et puis c'est ça le premier défi, c'est vraiment une entreprise, c'est pas seulement avoir une idée, il faut quand même que ça fonctionne un petit peu. Que ce soit au moins rentable, de quoi se verser un petit salaire déjà. Quelles sont vos bonnes surprises en tant qu'entrepreneur? Alors la bonne surprise, c'est déjà que les gens achètent le café déjà. Au début on ne sait pas trop où on va, donc on essaie des trucs, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. Et
puis après, c'est vrai qu'au début, on s'imagine des choses, on croit que ça va tout de suite fonctionner, mais non, ça prend toujours du temps. Donc en fait, la bonne surprise, c'est que ça fonctionne. Et puis, ouais, ça c'est... mais ça prend du temps. Alors je dirais qu'il faut surtout être persévérant. Voilà, faut se donner 5 ans. Et puis, voilà, faut pas engager, faut pas creuser trop de dettes, hein, bien sûr. Hein, faut pas se noter trop fort, comme on dit. Hein. Mais c'est vraiment de se donner 5 années et puis de chercher cette progression. Et puis vraiment d'avoir cette persévérance, d'améliorer chaque fois des petits détails. Et puis, avec un peu de bon sens, ça devrait fonctionner. Pour l'instant, on est encore dans un objectif de croissance, donc bien sûr, c'est toujours d'acquérir des clients. Donc c'est vraiment de croître sainement, petit à petit, sans se prendre les pieds dans le tapis. Et puis tout simplement aussi de servir les clients avec un bon produit. C'est comme une entreprise, hein, c'est une 2e édition, donc c'est aussi un principe d'entrepreneuriat, donc je trouve ça très bien. Aussi d'encourager les entrepreneurs, de les rassembler et puis d'échanger des idées, donc ça c'est un joli projet. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible.
Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Longa lamboa sunya Afrika japla no nyingudi. Longa lamboa sunya Afrika japla no nyingudi. Vous aussi, participez au salon en envoyant votre vidéo Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible dans la langue de votre choix à salon@zayankickup.com. N'oubliez pas de vous abonner. Merci de participer à cette table ronde. Comme vous le savez tous, les systèmes alimentaires souffrent à la fois des effets des changements climatiques, à cause des ruptures d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine, à cause des futures crises écologiques et aussi financières qui se préparent. Alors, on sait aussi que le nombre de personnes souffrant de la faim ou devant renoncer à manger certains aliments parce qu'ils n'en ont pas les moyens continue à augmenter. Malgré cela, malgré ces aspects très négatifs, il y a quand même beaucoup de jeunes de par le monde qui sont intéressés par ces formations en agriculture, en alimentation, et qui se rendent compte que nourrir la population, c'est une fonction fondamentale de notre société. Et ils sont prêts à relever de nombreux défis. Mais pour pouvoir relever ces défis, il faut aussi se former. Et grâce à différentes écoles dans différents pays, cela est possible. Donc, le premier élément qui, à mon avis, est intéressant pour comprendre un peu, ce serait d'avoir une idée de ce qui se passe dans les différents pays représentés. Donc juste pour vous donner une idée aussi de la Suisse, c'est quand même 8,6 millions d'habitants sur une petite surface de 41 000 km². Donc c'est un petit pays avec beaucoup de montagnes. Donc de la place pour faire l'agriculture, il n'y en a pas beaucoup. Le nombre d'exploitations a diminué, a chuté de 111 000 en 1975 à plus que 50 000 de nos jours. La moyenne des exploitations, c'est de 21 hectares, donc c'est une petite agriculture. Mais le nombre de fermes bio a bondi de 900 à 7 670 en 10 ans. Et un autre aspect qui, à mon avis, est intéressant, c'est que la vente directe a beaucoup augmenté aussi. On est passé de 700 exploitations qui faisaient de la vente directe à 12 600 aussi en 10 ans. Mais le taux d'auto-approvisionnement de la Suisse a rebaissé et qu'à 56%. Donc on est obligé d'importer pour nourrir la population. Donc j'aimerais vous passer la parole. Peut-être Monsieur Sarr, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu la situation au Sénégal pour les personnes qui nous écoutent, qui connaissent mal la situation dans votre pays? Bonjour tout le monde. Le Sénégal est un pays du Sahel et tout le monde sait que le Sahel est un des pays qui souffre beaucoup des effets des aléas climatiques, notamment les sécheresses récurrentes. C'est un pays qui compte d'après les statistiques, c'est entre 50,5% et 52% de population vivant en zone rurale, et de 64% de personnes qui vivent directement ou indirectement de l'agriculture. Donc ça veut dire que déjà, nous sommes fortement impactés par ces aléas climatiques. Récemment, comme vous le savez, et ça continue d'ailleurs, il y a eu la pandémie de la Covid. Et les mesures qui ont été prises ici pour lutter contre cette pandémie ont fortement impacté les systèmes alimentaires du Sénégal. Maintenant, en plus de cela, il y a le fait que cette sécheresse également a porté un coup important à la biodiversité, notamment la biodiversité en rapport avec l'agriculture d'une manière générale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a au Sénégal aussi beaucoup de structures de formation, que ce soit au niveau des universités publiques, que ce soit au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur. Et
En plus de cela, nous avons, je crois, depuis 1963, nous avons un centre national de recherche agronomique qui s'évertue donc à aider les populations, surtout dans la découverte d'espèces, disons de variétés de plantes actuellement cultivées, mais qui résistent un peu mieux au déficit pluviométrique lié à la sécheresse. Je vous repasserai la parole après. Je vais passer la parole à M. Aboda qui peut nous présenter un peu la situation au Togo, s'il vous plaît. Tout d'abord, merci pour l'invitation à cette table ronde. Et pour ce qui concerne l'agriculture togolaise, pour faire une brève présentation, retenons que l'agriculture togolaise contribue à 40% du PIB national et 70% de la population active est agricole. Et le secteur agricole est vraiment au cœur du développement du Togo, et vu aussi sa contribution au PIB national. Et tout récemment, selon la stratégie 1 de la feuille de route gouvernementale de 2020 à 2025 du Togo, c'est de faire l'agriculture le moteur de croissance par excellence au Togo, et de créer effectivement de l'emploi à travers l'agriculture. Donc, au niveau de la formation, depuis 2015, on note plus d'une vingtaine de centres de formation agricole sur toute l'étendue du territoire. Et en termes de transformation agroalimentaire, nous avons aujourd'hui plus de 500 gammes de produits agro-transformés à la vitrine vitrine FAO du Togo. Et aussi, aujourd'hui, selon les statistiques, nous sommes le premier pays ouest-africain exportateur de soja bio vers la zone Union européenne. Et en gros, c'est ce que je peux dire un peu de l'agriculture togolaise. Merci. Merci beaucoup. Juste pour avoir une idée, le Togo, c'est combien d'habitants et quelle surface? Juste me donner une idée, je connais mal. Alors, le Togo, selon le dernier recensement, nous sommes à 7 millions d'habitants. D'accord. Voilà, donc ça donne un peu une échelle de taille aussi par rapport à la Suisse, c'est-à-dire aussi petit pays en termes de population, donc ça permet un peu de mettre les choses en perspective. Je vais passer la parole à Monsieur Miéville qui peut vous présenter un peu les formations qu'il propose à Genève, dans le canton de Genève. Comme vous savez, la Suisse est divisée en cantons, donc les formations, c'est donné au niveau cantonal, même si les plans sont nationaux, j'imagine. Fédéraux, voilà. Voilà, oui. fédéraux. Donc je vous laisse expliquer un peu. Voilà, merci. Donc effectivement, c'est cantonal, mais avant tout, la formation en Suisse, elle est fédérale. Moi, je représente un centre de formation professionnelle nature-environnement de Lullier à Genève qui fait de la formation initiale dans les métiers verts. Donc essentiellement en horticulture, avec paysagistes, floriculteurs, pépinières, mais également dans deux métiers de l'agriculture qui est le maraîchage, production de légumes, et l'arboriculture fruitière qui est la production de fruits. Donc en gros, si je simplifie un petit peu par rapport en Suisse à la formation professionnelle, un jeune qui a 15 ans, qui sort de l'école obligatoire, il a deux grandes voies. La première voie, c'est une voie gymnasiale avec collège, qu'en France on appelle lycée, et ensuite formation supérieure à l'université. Et la formation initiale qui est dans son premier échelon un CFC, donc un certificat fédéral de capacité, et dans une voie supérieure, un brevet maîtrise ou une haute école d'ingénieur, donc quand on est ingénieur. Voilà. Ça c'est pour donc c'est ce CFC, cette formation initiale, si un jeune se profile dans une voie professionnelle, elle va s'effectuer soit directement dans l'entreprise, l'entreprise c'est ce qu'on appelle nous communément l'apprentissage, avec un jour en école. L'école que je représente par exemple pour ces métiers justement de l'horticulture,
Et il y a aussi la possibilité d'avoir l'apprentissage, non pas en entreprise, mais dans une institution, en école plein temps, où l'école fait ce qu'on appelle aussi un peu, pour faire parallèle à la France, un peu les lycées agricoles, hein, mais c'est pas tout à fait pareil, mais on se rapproche un tout petit peu de ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu notre système. Donc ce que je dirais aussi, c'est que la formation, elle n'est pas institutionnalisée, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas aux politiques, on va dire, à l'État. Elle appartient aux professionnels. C'est des associations professionnelles des différents métiers qui effectuent les plans de formation, qui effectuent les examens, qui font les procédures d'évaluation et qui fixent en fin de compte les objectifs de production. Ce qui fait que, et le politique, on va dire l'État, elle prend en charge, entre guillemets, les coûts de la formation. C'est elle qui engage la structure, qui met à disposition la structure, les enseignants, au service des professionnels. Donc c'est un gage, entre guillemets, d'être toujours en relation avec le monde professionnel. Donc globalement, pour compléter le paysage agricole en Suisse, c'est vrai qu'on a un paysage qui est complètement différent du paysage africain, dans le sens où on n'est pas un pays exportateur, mais au contraire, on est un pays importateur. Que notre exportation, elle est sur d'autres métiers, elle est sur d'autres produits, hein, des produits bancaires, des produits de conseil et autres. Et donc, ça met en position l'agriculture dans une position, on va dire, un petit peu je dirais, de faiblesse, hein, par rapport à notre économie, puisque en tant que secteur économique, l'agriculture en Suisse représente pas grand-chose. Vous savez ou peut-être pas, il y a un souci, une représentation suisse qui est très forte au niveau écologique, hein. Les gens aimeraient une agriculture propre qui va peut-être propre, quand je dis propre, c'est avec le moins de pesticides, avec des techniques, le moins d'impact sur l'environnement, et c'est souvent, pour les agriculteurs, quelque chose qui va en confrontation avec une rentabilité économique d'une entreprise. Donc il y a une espèce de confrontation du monde agricole avec une représentation politique de ce que devrait être l'agriculture. Dernièrement, en Suisse, on a une possibilité, on a une démocratie assez directe, hein, avec des propositions d'initiatives et autres. Donc on a eu ces 2-3 dernières années une série d'initiatives, on va dire, contre l'agriculture. Non, pas contre l'agriculture, mais qui montre un espace de déphasage entre une production agricole et une vision peut-être sociétale, vraiment tournée vers une écologie qui est juste, hein, mais c'est en termes de temporalité, hein, la rapidité à laquelle on va pouvoir accéder à ça. Donc en termes de formation, pour dire cette fibre écologique qu'il y a dans notre société et qui va influencer directement les pratiques agricoles, c'est vrai que nous on le ressent au niveau des formations, dans les jeunes qui sont en formation, il y a réellement une demande, hein, de pouvoir apprendre une autre agriculture, de faire quelque chose d'un petit peu de différent. Voilà, un petit peu pour dresser le paysage. Vous parliez à l'instant des jeunes, et c'est vrai qu'on rencontre chez les jeunes une grande volonté de créer quelque chose et de remettre des fois en cause les modèles qui existent déjà. Parce que je pense que c'est très lié aussi au fait qu'il est extrêmement difficile dans notre pays d'avoir accès à de la terre. Les terres agricoles sont extrêmement chères, c'est extrêmement compliqué. Et pour un jeune qui veut démarrer, s'il n'a pas une famille d'agriculteurs, c'est très compliqué. Donc là aussi, en parallèle, beaucoup de jeunes ont envie de s'associer, d'être à plusieurs dans une gouvernance un peu partagée, ce qui pose un peu question et qui questionne un peu le modèle agricole dominant qui est très lié à l'idée de famille, d'unité familiale sur une ferme. Et j'aimerais bien avoir un peu votre réaction, comment ça se passe peut-être dans vos pays. Monsieur Sarr, si vous vouliez commencer. En fait, le problème foncier au Sénégal fait partie des freins
des freins majeurs au développement de l'agriculture de manière générale. Parce que au niveau traditionnel, le foncier appartient à celui dont l'ancêtre a, comment on appelle ça, j'ai oublié le mot. Donc, en tout cas, c'est hérité de père en fils. Et le père, l'ancêtre à qui appartenait ce bien foncier, c'est celui qui est allé le premier dans la forêt et qui a coupé les arbres, ce que je veux dire, quoi. Maintenant, mais cela n'est valable au niveau local, parce qu'au Sénégal, toutes les terres appartiennent à l'État. Donc, ça fait que, à la limite, même ceux qui, de par la tradition, sont les propriétaires de la terre, des fois, ils hésitent en fait à valoriser la terre parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, l'État peut tout à fait venir et puis voilà, c'est un peu ça le problème du foncier. Donc, c'est dire donc pour que un jeune puisse hériter d'une terre, ça veut dire c'est presque impossible ici, sauf si c'est l'héritage paternel, en tout cas dans la famille maternelle ou paternelle. Donc, le problème du foncier ici au Sénégal, ça pose quand même beaucoup de problèmes pour des personnes qui sont dans une dynamique de valorisation du patrimoine naturel. Merci. Monsieur Aboda. Alors, merci. Avant de revenir sur l'aspect foncier, j'aimerais aussi mettre l'accent sur un point clé de la formation au Togo. Aujourd'hui au Togo, on constate que les jeunes ont de la motivation à faire un retour vers la terre et ce qui se traduit par le développement ou bien la croissance des centres de formation. Et aujourd'hui, selon les statistiques, on note 116 000 apprenants par an qui se dirigent vers la formation agricole, rurale. Et en termes de répartition selon les sexes, 60% d'hommes, de garçons et 40% de filles. Et avec un taux d'insertion de 78%. Donc c'est ce qui concerne un peu la formation agricole totale au Togo. Et sur l'aspect foncier, c'est vrai que quand un jeune n'est pas héritier, n'hérite pas de la terre de ses parents ou de sa famille, c'est vraiment difficile pour lui de s'installer. Alors, ici, il y a des mécanismes. Tout récemment, le gouvernement togolais a mis en place un projet, toujours dans l'accomplissement de son objectif à accentuer le développement agricole au Togo. Il y a un projet dénommé ZAP, c'est de créer les zones d'aménagement agricole planifiées. Donc là, les jeunes qui se mettent en coopérative peuvent facilement exploiter ces espaces-là. Et sur ces espaces-là, ce sont des espaces irrigués avec tous les aménagements possibles. Et donc, c'est un peu la solution au problème foncier que les jeunes rencontrent dans leur milieu. Mais en dehors de ça, il y a aussi des mécanismes qui soutiennent les jeunes, pas forcément d'aller vers la production, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est un système alimentaire, c'est une chaîne, et on ne pousse pas forcément les jeunes à aller vers la production humaine, à aller vers aussi la transformation, ou bien dans les services qui tout le monde de la chaîne agricole. Donc c'est un peu une solution ici au Togo. Je donne un exemple. Un jeune qui veut se lancer dans le secteur agricole, qui n'a pas de terrain par exemple, peut identifier un peu tout ce qui est, si c'est la logistique agricole, bien la fourniture des emballages et autres. Il peut facilement s'installer, mais pas forcément aller vers la production, parce qu'à un moment donné, on constate que la production, il y a une stagnation, on concentre beaucoup plus sur la production, mais on oublie aussi d'autres moyens de la chaîne pour pouvoir développer le secteur agricole.
Donc c'est un peu ça. Donc là, vous soulevez le point des filières, finalement, comment est-ce qu'on peut valoriser les produits et quelles filières sont existantes et comment s'insérer, sachant que dans les domaines agricoles, souvent on travaille avec des gros acheteurs pour la grande distribution et là on a très peu de marge de négociation. Donc l'aspect de développement de filières est intéressant. Comment est-ce que vous approchez ça, Monsieur Miéville, dans votre école ? Alors, comme justement c'était un petit peu le sens de ma dernière intervention, ça veut dire que l'agriculture classique, hein, on va dire, qui offre une agriculture à des marchés de gros, effectivement, elle devient compliquée. Il y a une demande hein, de gens formés dans ces secteurs, parce qu'effectivement, ces entreprises, elles ont un besoin de jeunes en formation, sauf que les jeunes, aujourd'hui, ils sont moins intéressés. On a de la peine à avoir des jeunes intéressés par vraiment l'agriculture, on va dire, pure et dure, qui va dans un sens vraiment de nourrir une population et d'aller dans une agriculture intensive. Alors nous, il y a pas mal effectivement, vous parliez des filières, c'est intéressant les filières parce que nous on a ce qu'on appelle un peu les micro-fermes actuellement qui se développent beaucoup. Hein, donc le jeune il aura tendance à se lancer dans une des petites structures. Alors l'accès au terrain agricole est toujours difficile, hein, c'est clair, mais il n'est pas impossible. Alors, il y a beaucoup de locations, hein, c'est aussi souvent des terrains qui appartiennent à l'État, il y a des reprises d'anciens domaines. Mais il y a des initiatives hein, qui se font, qui sont très intéressantes et c'est toujours lié à un développement de filière. Ça veut dire que c'est toujours lié à de la vente directe, à un type de production évidemment biologique hein, ou dans un sens de permaculture, hein, de diversification, donc un autre modèle on va dire économique. C'est l'agriculture pour les jeunes aujourd'hui dans leur vision. Hein, elle est sur une agriculture un petit peu différente. Sauf qu'en termes de formation, et c'est là, nous, notre centre de formation, on est un petit peu coincé, parce que comme j'expliquais, les plans de formation, ils appartiennent en guillemets au métier, hein, à l'association professionnelle qui sont peut-être, je dirais pas qu'ils sont pas en phase, hein, mais où il y a quand même une certaine contradiction ou une opposition entre ces deux modèles, hein, une agriculture de rentabilité hein, économique et une agriculture peut-être un peu plus, je dirais utopique, peut-être pas, mais voilà, qu'on a aujourd'hui, qui est un petit peu plus dans une visée de développement durable et autres. Monsieur Sarr, on ne vous a pas entendu sur ces questions de filière, est-ce que vous voulez intervenir ? Oui, ici au Sénégal, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filières de formation, aussi bien dans l'agronomie que dans la transformation des aliments. Sauf peut-être que ces filières sont souvent conçues pour recevoir des bacheliers, pour l'essentiel. Et que donc de ce fait, les populations rurales qui constituent la main-d'œuvre principale n'ont pas accès à ce type de formation, même si leurs enfants bacheliers peuvent effectivement suivre ces formations. L'autre chose, c'est que ces programmes de formation sont conçus essentiellement sur la base des besoins des entreprises. On oublie souvent, trop souvent à mon avis, que la qualité du produit fini dépend aussi de la qualité de la matière première. Donc, je crois que même s'il y a des écoles d'ingénierie en agronomie ici, il faudrait également que la formation puisse s'intéresser aux populations, aux personnes qui produisent. Donc, que des modules soient conçus pour que le capital humain des zones rurales soit valorisé et que, en même temps, que le patrimoine de ces zones rurales soit valorisé. Parce que, à mon avis, certains pays africains dont le nôtre ne peuvent pas se développer rien que sur la base de l'importation de produits alimentaires.
il faut que nos produits soient transformés sur place pour que les populations rurales puissent bénéficier de la plus-value générée dans ce cas-là. Là, vous évoquez un point qui est très intéressant, le côté exportation finalement. Est-ce que produire de la nourriture, c'est pour s'installer sur des marchés internationaux ou est-ce que c'est nourrir la population locale? Donc il y a souvent des logiques de dire on va exporter à bon prix pour pouvoir importer aussi à bon prix d'autres produits pour nourrir notre population. Et ça, c'est des questions importantes. Je pense que même la Suisse, avec un taux d'auto-approvisionnement qui est à 56%, a quand même des problématiques liées à ça. Donc je ne sais pas. On a aussi la problématique d'avoir beaucoup de montagnes dans notre pays et donc il y a plein de zones qui ne sont pas productives pour faire du maraîchage ou d'autres choses. Donc historiquement, c'est quand même la production laitière qui s'est installée, mais il y a quand même des besoins de nourrir les populations, pas seulement avec du fromage. Donc je ne sais pas comment vous répondez un peu à ces questions, Monsieur Miéville. Il y a eu, il y a 2-3 ans, je crois, on a modifié notre constitution en mettant la phrase que la Suisse doit assurer, enfin, ou pas assurer, mais doit veiller à garder une certaine souveraineté alimentaire. C'était pour un petit peu donner un sens à l'agriculture, parce que c'est vrai qu'un pays comme la Suisse pourrait être quasiment à 100% d'importation, sauf qu'effectivement, on évite, surtout dans des contextes, on va dire, mondiaux comme on le vit ces temps, ça peut vite être un petit peu problématique. J'étais un petit peu déçu, c'était par rapport au Covid. On a eu une période qui était, pour l'agriculture, on va dire, et l'agriculture, ces filières locales qui étaient assez bénéfique, parce que tout d'un coup on a vu le net décrochement des grosses structures, des centres commerciaux et des grosses structures de commercialisation, et on a vu l'émergence de toute cette vente directe qui tout d'un coup, typiquement, on trouvait plus de farine dans les supermarchés et le producteur d'à côté, il avait toute la farine possible et imaginable, les œufs, la même chose, etc. Et c'était un petit peu décevant parce que après le Covid, toute cette, il nous a semblé en tant qu'agriculture, et ça nous a donné en termes de formation beaucoup d'espoir et de perspective en se disant ça va être super, on va pouvoir développer des filières locales, développer quelque chose, un autre système de production et de distribution. Et puis malheureusement, c'est vrai qu'après le Covid, les gens sont revenus un petit peu à leurs habitudes d'une manière extrêmement rapide. J'ai été un petit peu surpris par ça. C'est vrai que maintenant on a le conflit en Ukraine qui nous impacte quand même peut-être moins en Europe, en tout cas en Suisse, on ne se ressent pas, mais quand même au niveau des prix. Et je pense que l'agriculture de demain, effectivement, à mon sens, elle doit favoriser des filières locales. Et c'est exactement, c'est la mouvance de nos jeunes, je crois que c'est ce qu'ils pensent, et c'est aussi ce qu'on essaye aussi de transmettre dans nos formations. C'est une autre vision, entre guillemets, au lieu de s'attaquer à la formation, c'est quand même par rapport aux filières, c'est essentiel, quoi. Ces filières de distribution. Monsieur Aboda, vous voulez réagir? Nous, au Togo, l'idée aussi, c'est de créer des champions dans l'agro-business en termes de consommation locale. Parce que Covid nous a appris beaucoup de leçons. Quand tout était au ralenti, on a compris la leçon qu'à un moment donné, il faut repenser notre système alimentaire. Au lieu d'avoir un système alimentaire tourner vers l'extérieur, pour mieux implémenter un système alimentaire territorialisé et basé sur nos valeurs et toutes les richesses que nous avons. Et ici au Togo, je vous rappelle aussi que nous sommes en octobre et que octobre, c'est le mois de la consommation locale ici au Togo. Et parce qu'on a compris vraiment la leçon. Parce que nous avons des atouts ici, nous avons beaucoup de potentialités en termes de ressources naturelles,
et tout que nous devons valoriser. Et suite à cela, il y a des filières porteuses qui ont été détectées à travers des études. Je pense même là, c'est la Banque mondiale qui a même mené cette étude au Togo, qui a eu à détecter les filières porteuses sur lesquelles on va s'appuyer pour développer un peu le secteur agricole au Togo. Parce qu'il n'est plus question de faire une agriculture tournée vers l'extérieur, mais plutôt une agriculture basée sur nos réalités. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, les questions d'emploi aussi au Togo, c'est une question aussi à prendre au sérieux. Et la dynamique est vers aussi la création des métiers agricoles. Il ne suffit plus de former aussi des étudiants en agronomie sans pouvoir faire une spécialisation, parce qu'aujourd'hui, il y a des métiers agricoles qui se découlent du système alimentaire. Et là, c'est beaucoup plus la dynamique aujourd'hui de la création, ou bien pousser les jeunes vers les métiers agricoles. Aujourd'hui, l'idée aussi, c'est... Monsieur Serge, je vous passe la parole. On reprendra Monsieur Baudet après. Si vous voulez un peu parler de cette question du côté importation, exportation et développement de filières locales. C'est vrai qu'au Sénégal, je pense que l'importation de produits alimentaires est un des paramètres à la limite qui inhibe la production. Même si heureusement dans certains secteurs c'est plus ou moins limité, voire interdit. Parce que si on prend par exemple le lait, au Sénégal, on importe beaucoup de lait en poudre venant d'Europe. Alors que nous avons certaines zones du Sénégal où on prend l'hivernage, les femmes sont obligées de verser le lait parce qu'elles ne peuvent pas le conserver. Donc ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'il faudrait certes importer parce qu'on est dans une dynamique mondiale peut-être, mais il faut aussi savoir en quelque sorte protéger ces produits. Dans une logique de plus tard pouvoir peut-être les exporter après que les gens soient autonomes sur certains de ces produits. Mais il y a aussi autre chose, exporter suppose aussi une certaine qualité des produits. Et c'est pourquoi je disais que c'est quand même important que les producteurs puissent être formés pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'on doit produire pour obtenir des produits de qualité, une matière première de qualité, je veux dire. L'autre chose aussi qu'il faudra nécessairement essayer de réussir, c'est réduire les pertes post-récolte. Au Sénégal, on peut dire entre 30 et 40% des produits agricoles sont perdus durant la récolte. Après la récolte, 30%, 40%, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et que donc, réduire ces pertes permettrait en valeur absolue en fait, d'augmenter la production finale. Et puis ensuite, et ça nécessite que par exemple, qu'il y ait des jeunes formés, en tout cas une main-d'œuvre formée pour pouvoir récolter correctement, comment récolter une mangue, comment récolter un fruit, voilà. Et puis ensuite, comment conserver, voilà. Donc tout le processus qui aboutit à la commercialisation et à la consommation, il faut qu'il soit maîtrisé. Après qu'en amont, les processus de production soient également maîtrisés. Maintenant, il faudrait également que, par exemple, dans le cadre de la transformation, pour que nous ayons des produits de qualité, il faudrait également que non seulement que les gens soient formés au processus de transformation alimentaire, mais il faudrait également
les gens soient formés dans l'innovation. Comment promouvoir la biodiversité locale qui n'est peut-être pas consommée. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, la prendre pour améliorer nos produits transformés. Et ça également, ça suppose que l'on tienne compte, qu'on essaie de plus en plus de nous intéresser à ce qu'on peut appeler la biodiversité utile dans ce domaine-là. Parce que je sais qu'en Afrique, il y a énormément de plantes qui sont pleines de propriétés antivirales, antibactériennes, etc. Voilà. Donc, à mon avis, c'est parce que c'est bon de produire, surtout au Sénégal, par exemple, comme dans beaucoup de pays africains. Qu'est-ce qu'on exporte? C'est l'arachide, c'est le coton, voilà. Parce que le mil, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mil exporté. Parce que l'agriculture au Sénégal, elle est essentiellement familiale. Dans les familles, c'est quoi? C'est des gens qui ont peut-être 1 à 1,5 hectare de champs qui leur appartiennent. Et produire suffisamment de mil, par exemple, pour nourrir la famille et exporter, c'est pas évident. À vous entendre, il y a 2 points qui me semblent vraiment importants. D'un côté, l'idée que faire de l'agriculture, ça devient des nouveaux métiers. Il ne s'agit plus uniquement de produire, d'avoir un camion qui vient chercher la production, qui s'occupe de la transformation, mais c'est aussi comment on peut récupérer la plus-value sur l'exploitation ou maîtriser un peu mieux la filière, plutôt que d'avoir des prix très très bas au départ de la ferme pour qu'après la plus-value soit récupérée par d'autres. Donc ça, je pense que c'est un élément très important. Et vous avez aussi parlé du mil. Je pense que c'est important aussi de réfléchir en termes de production locale, de plantes adaptées au climat et adaptées à la consommation locale. J'imagine qu'en Afrique, il y a des problématiques liées à l'exportation vers les pays européens qui fait qu'une agriculture locale est tournée vers des produits beaucoup mieux adaptés au changement climatique a besoin de se mettre en place. Est-ce que vous pourriez réagir sur ça? Monsieur Aboda, peut-être, en premier? Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faudrait que, à mon avis, que les produits locaux soient transformés sur place, que la plus-value générée soit captée et fixée dans les zones de production. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est, en tout cas au Sénégal, les personnes qui occupent le domaine de la transformation, c'est essentiellement les femmes. Elles sont très braves. Nous avons des femmes transformatrices un peu partout dans le Sénégal, mais souvent qui ne maîtrisent pas les procédés de transformation. Et cela fait que souvent les produits obtenus peuvent certes être commercialisés au niveau national, mais l'exportation va poser problème parce que souvent les exigences internationales en termes de qualité n'est pas tout à fait respectée. Là, donc ça fait tout cela. Sinon, c'est effectivement ça. L'Afrique a besoin de transformer in situ ces produits alimentaires et même les autres produits non alimentaires, parce que, et puis ensuite essayer de faire de sorte que ceux qui produisent, les gens qui vivent dans les zones rurales, puissent bénéficier de la valeur ajoutée de ces produits-là. Monsieur Aboda, vous voulez réagir? Justement, suite à ce que M. Sa vient de dire, moi je dis toujours, l'agroalimentaire c'est le futur de l'Afrique. On ne peut pas continuer à produire sans pouvoir transformer. Je le disais tantôt qu'ici au Togo, il y a des initiatives qui se créent, des initiatives qui sont vraiment louables, et avec l'appui de la FAO, il y a une vitrine des produits locaux qui est créée pour pouvoir faire la promotion de tout ce qui est transformé sur toute l'étendue du territoire. Et là, on a plus de 500 gammes de produits transformés par les Togolais que vous pouvez trouver dans cette vitrine-là.
Et parce que si nous ne transformons pas, on ne peut pas créer de la valeur. Parce que c'est dans la transformation qu'on crée de la valeur. Je donne l'exemple de l'ananas que nous produisons ici au Togo. À base de cette matière première, on fait du jus. Le jus est distribué. La distribution, c'est quelqu'un d'autre, d'autres entreprises qui font cette distribution. La transformation, c'est une autre entreprise qui fait ça. Et l'emballage, c'est une autre entreprise qui livre l'emballage. Donc, même la main-d'œuvre, tout ça, ça crée de l'emploi et ça crée de la valeur ajoutée. Donc, on ne peut plus continuer dans cette même lancée tout en produisant de la matière première et envoyer quelque part. Et dans ça, le Togo est bien en avance, mais le souci majeur, et M. Sa vient de le soulever, c'est aussi le respect des normes. Parce que en agroalimentaire, il faut respecter beaucoup plus les normes. Et ici, nous, c'est beaucoup plus sur les transformations artisanales. C'est pas encore le processus de transformation, le respect de la qualité des normes, des exigences, tout ça, ne sont pas tout à fait respectés. Donc, il y a encore du chemin à faire, il y a du travail. Il faut que les gens aillent vers la formation, se faire former pour être compétitif. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cet aspect de compétitivité sur le marché, même sur le marché sous-régional. Il y a vraiment la compétitivité et pour pouvoir placer son produit pour que ça soit compétitif, il faut qu'il y ait les normes, les exigences sur le plan international ou bien sous-régional soient beaucoup plus respectées. Donc c'est un peu ce que je veux ajouter. Monsieur Mievik, vous voudrez réagir? Oui, je veux rebondir sur l'exemple de Monsieur Abena sur l'ananas. Nous, on a par exemple des pommes, donc on fait du jus de pomme. Donc il y a 20 ans en arrière, c'est vrai que les jus de pommes étaient pour la quasi-totalité effectués par les grosses cidreries en Suisse. Donc un producteur de pommes livrait son fruit pour le jus à ces grosses cidreries. Et puis depuis maintenant quand même un certain nombre d'années, mais de plus en plus, ce sont les producteurs qui font la transformation directe et la transformation du jus, avec une plus-value évidemment beaucoup plus importante de vendre du jus de pomme que de vendre de la pomme à des entreprises qui vont faire du jus, ça c'est clair. Mais pour nous en Suisse, cette transformation, elle n'est pas forcément associée à de la formation, mais elle est vraiment associée au développement de filière. Quand un producteur de fruits dans sa filière, c'est de la vente en gros, il ne peut pas vendre du jus de pomme directement à la consommation. Donc il est obligé de continuer sa filière de grossiste, enfin cette vente en gros, avec son fruit pour le jus. La vente directe, justement, le changement de filière, il permet de pouvoir justement faire de la transformation et faire un autre type de vente. Donc c'est vraiment lié à ça. Et pour revenir à la formation, peut-être malheureusement aujourd'hui, en tout cas en Suisse, comme je le disais, comme la formation appartient au métier, on n'a pas un métier de transformateur, donc c'est tout des initiatives, on va dire individuelles au bout d'un moment. Et c'est pas soumis à de la formation et c'est quelque chose qui est laissé en champ libre et qui pourrait très bien faire l'objet justement d'un développement en termes formatifs pour les jeunes, parce que je pense qu'il y a un attrait pour les jeunes. Oui, je pense qu'il y a un aspect quelque part, je parlais au début de l'agriculture familiale suisse. Il y avait aussi toute une partie où finalement le mari faisait certains métiers et la femme s'occupait d'une autre partie, y compris faire les confitures, y compris faire les jus, y compris d'autres métiers comme ça. Et en fait, on se rend compte aussi que les femmes, pendant longtemps, n'ont pas eu un statut professionnel dans l'entreprise, une vraie reconnaissance aussi de ce travail, et qu'il y a besoin aussi de reconnaître ces métiers-là, qui sont des métiers importants. Je pense que la valorisation des produits est quelque chose de très important, mais qui a été un peu négligé pendant des années. Je pense que vous seriez d'accord sur ce point-là. Au détriment vraiment de la production en tant que telle. Et
quand on parle un peu des métiers, des nouveaux métiers qui se créent de nos jours, je pense que tous ces aspects de transformation peuvent être importants. Il y a plein de gens qui ont besoin de métiers sans avoir des grandes qualifications, qui n'ont pas fait l'université mais qui cherchent un travail. Et finalement, de valoriser les produits dans des filières locales, ça peut être des façons de travailler intéressantes. Je pense qu'un élément qui était intéressant dans ce que vous avez dit au début, M. Miéville, c'était l'idée que des jeunes, dès 15 ans, peuvent commencer des formations. Donc il y a vraiment différentes possibilités, c'est-à-dire les jeunes peuvent avoir des formations extrêmement pratiques et d'aller à l'école seulement un jour par semaine, mais le reste du temps, ils apprennent avec un maître d'apprentissage, donc quelqu'un qui a une expérience vraiment pratique dans le domaine. Mais s'ils ont envie de continuer dans des formations plus élevées, universitaires, ils peuvent le faire. C'est-à-dire que dans le système suisse, par rapport peut-être au système français que vous connaissez peut-être, c'est qu'il y a toujours des possibilités d'évoluer et de refaire des passerelles vers d'autres formations. Donc je pense que ça peut être des pistes intéressantes pour vous aussi, d'imaginer quelque chose pour les jeunes qui ne soient pas que des formations universitaires, mais au contraire leur permettre d'avoir des formations dès l'âge de 15 ans, ou des formations valorisantes d'apprentissage, pour ensuite permettre par des passerelles d'accéder, pour certains d'entre eux, ceux que ça intéresse, à des formations universitaires. Est-ce que vous voudriez réagir par rapport à ce point ? Bon, moi quand on parle de formation, je pense d'abord valorisation des connaissances locales. C'est-à-dire qu'au Sénégal, par exemple, quand vous allez dans les zones rurales, il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui vous font des produits alimentaires transformés. Voilà, c'est extraordinaire. Moi, je crois que c'est déjà par là qu'il faut commencer. Aider ces gens qui ont des connaissances traditionnelles, disons, exceptionnelles, à intégrer dans ce qu'ils font certains aspects de qualité, certains aspects de processus, je ne sais pas. Enfin, c'est par là que la formation doit commencer. Et puis ensuite, ces connaissances traditionnelles, à mon avis, peuvent même venir booster les connaissances, disons, modernes. Moi, je sais qu'au Sénégal, il y a des produits qui ne se font pas dans les entreprises et qui se font dans les zones rurales. Je connais des entreprises qui font des produits qu'ils ont, imités de ce qui se fait dans les zones rurales. Et je crois que ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que ces métiers de transformation, je crois, en tout cas au Sénégal, parce que comme l'a dit Madame Marion, en fait, au Sénégal, et c'est partout en Afrique, il y a une certaine spécialisation des métiers. La femme on attend de la femme qu'elle s'occupe des ménages, on attend de la femme qu'elle s'occupe des enfants. Voilà. Même si la famille marche, c'est parce que la femme, elle est là. C'est-à-dire que les femmes ont des compétences, elles-mêmes, elles ignorent, et que les hommes eux-mêmes, disons, analysent. C'est un peu ça. Donc, moi, je pense que l'autonomie de la femme, ou peut-être pour l'inclusion, elle va passer par justement cette formation sur la base des connaissances locales. Parce qu'en matière de transformation, ce que les femmes savent faire, mais en Afrique, les hommes ne savent pas le faire. Moi, je ne sais pas cuisiner. Quand j'étais enfant, quand j'entre dans une cuisine, c'est ma maman qui me dit de sortir. C'est elle-même qui est la première à me dire de sortir. Voilà. Donc, pour moi, quand on dit formation, c'est d'abord former ceux qui sont au champ, former ceux qui sont dans les cuisines, et ensuite former les autres. Maintenant, l'autre chose peut-être qui pourrait faciliter, en tout cas booster ce côté de la transformation, c'est essayer de créer un lien, une sorte de synergie entre les systèmes alimentaires et les systèmes énergétiques. Je sais par exemple qu'au Sénégal, on met beaucoup l'accent sur l'électrification des zones rurales, ce qui est une très bonne chose. Aussi bien à partir des ressources renouvelables qu'à partir des ressources non renouvelables. Mais ce qui manque, à mon avis,
c'est faire de sorte que l'électrification solaire, par exemple, d'un village permette à ce village-là de booster son développement durable local par l'accès à une énergie renouvelable, moins chère, qui leur permette d'améliorer, par exemple, le système de transformation, qui leur permette d'améliorer le système d'irrigation. Voilà, pour moi, ça également, c'est important. Il faudrait que, disons, toute activité de développement devrait chercher à aboutir à ce link entre système alimentaire et système énergétique. Monsieur Aboda, vous voudrez réagir? Alors, en fait, moi, quand on parle de formation, ça dépend aussi du niveau d'agriculture du pays et des besoins qu'on rencontre dans ce pays-là. Et moi, particulièrement ici dans notre pays, au Togo, nous avons beaucoup de défis, beaucoup de besoins, surtout en termes d'énergie. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent quitter la capitale pour aller s'installer aujourd'hui en milieu rural, il a de la peine parce qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas toutes les dispositions possibles. Or, aujourd'hui, l'énergie solaire, on peut plus en passer aussi de l'énergie solaire en Afrique parce que nous avons le soleil en quantité et illimité, mais les techniciens manquent cruellement pour pouvoir installer ces dispositifs de système solaire pour le pompage solaire, pour irriguer les champs. Donc, il y a beaucoup de défis. Et aujourd'hui, pour pallier à ce problème de formation, il suffit juste d'agir sur les besoins que nous rencontrons ici pour pouvoir trouver des solutions idoines pour le développement de notre agriculture. Merci. Peut-être Monsieur Miéville, si vous voulez réagir sur le côté approvisionnement sur l'énergie, parce que chez nous, il y a peut-être de l'électricité partout, mais ça coûte de plus en plus cher. Oui, alors pour nous, l'énergie, peut-être, je vais pas dire que c'est peut-être plutôt bénéfique, mais c'est peut-être plutôt pour restreindre et rendre plus cher les importations. Donc, ça sera plutôt pour développer la production locale. Donc, ce ne serait pas là-dessus que je vais. Plutôt, ce ne sera pas un frein pour la Suisse, au contraire, ce sera peut-être une voie de développement. Comme je l'ai dit pour le Covid, tous ces facteurs externes qui bouleversent pour un pays importateur, c'est vrai que c'est plutôt bénéfique pour une production locale. Pour revenir un petit peu au défi, donc nous effectivement on a ce défi de développer des filières et on va dire d'augmenter la plus-value des produits agricoles, parce que c'est clair que pour un jeune, on n'a pas parlé, mais il y a quand même, en tout cas en Suisse, il y a la notion de salaire qui attire ou pas des jeunes dans les formations. Donc tant qu'on a des métiers où on n'arrive pas à sortir des salaires, parce que déjà il y a des subventions, qu'on a des prix de gros qui sont tellement bas qu'on n'arrive plus à attirer ces jeunes, c'est vrai que ce développement de filière, il doit permettre d'attirer les jeunes. Maintenant, l'autre défi est quand même qui est important dans notre pays au niveau formation et au niveau de l'agriculture, c'est la diminution des intrants, parce que l'agriculture est un gros consommateur d'intrants. On parle des produits phytosanitaires, c'est vraiment aujourd'hui en Suisse, dans la sellette, les produits phytosanitaires, on n'ose plus dire qu'on fait un traitement phytosanitaire. L'agriculteur qui traite ces cultures, que ce soit avec des produits biologiques ou pas, c'est pas le problème, mais quand il sort une beuille à traiter, il se fait insulter par le public. Donc il y a une image écologique de l'agriculture qui a vraiment été mise à mal ces dernières années. Certains modèles économiques qui ont fait que les producteurs ont favorisé certaines plantes sur certaines autres, alors que finalement, d'un point de vue écologique, ce n'étaient pas les plantes les plus adaptées. Mais tant que les intrants étaient faciles à obtenir et pas chers, c'est vrai qu'on a un peu axé l'agriculture vers une production qui n'était pas forcément la plus pérenne. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Absolument.
En fait, je pense qu'il y a peut-être un certain nombre de solutions qu'on trouve déjà en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle la multidimensionnalité du champ. Quand vous allez dans les zones rurales, la majorité des agriculteurs pratiquent un système agro-pastoral. C'est-à-dire que le cultivateur, il a toujours un petit troupeau de vaches, de chèvres et autres. Et ensuite, le champ lui-même, il y a des plantes auxquelles on ne touche pas. C'est le cas, par exemple, des légumineuses. Une légumineuse dans un champ, mais personne n'y touche. Parce que les gens savent, ne serait-ce que instinctivement ou intuitivement plutôt, que ces plantes, quand elles sont présentes, le sol est très riche tout autour. Ensuite, il y a des arbres. Chez nous, par exemple, il y a ce qu'on appelle le cadre, Acacia albida, qui perd ses feuilles pendant la saison des pluies et les retrouve pendant la saison sèche. Et c'est pendant la saison sèche que cette même plante se fructifie. Donc, quand vous allez dans les villages serrés, vous allez voir que pendant la saison sèche, les vaches du village sont toujours sous ces arbres pour bénéficier de l'ombre, pour bénéficier des feuilles qui tombent et surtout pour bénéficier des fruits également qui tombent à ce moment-là. Et pendant ce temps que ces vaches et autres animaux attendent, ils enrichissent également le sol avec leurs déchets. Voilà. Donc, et puis, comme je le disais également, c'est qu'ici en Afrique, le champ, c'est également l'endroit où on préserve certaines plantes, par exemple, qui ont des propriétés médicinales. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle souvent ici, bon, en tout cas, on tend vers ça, c'est de l'agroécologie. Je crois qu'il y a des pratiques en Afrique qui permettent non seulement de protéger le sol, mais de l'enrichir, de sorte en tout cas que les intrants ne soient pas aussi intensément utilisés que si ces pratiques-là n'existaient pas. Merci. Monsieur Aboda, vous voulez réagir? Alors, merci de revenir sur l'aspect durabilité de l'agriculture parce que quel que soit le développement atteint aujourd'hui dans le secteur agricole, on est acculé aujourd'hui par le changement climatique et il faut repenser un peu notre modèle. Notre modèle de production ne doit plus être ce modèle linéaire, mais beaucoup plus circulaire, tout en valorisant au mieux les ressources naturelles et les protéger pour les générations futures. Alors, et nous, je ne l'avais pas dit au début, je travaille dans une organisation qui fait aujourd'hui la promotion de l'agroécologie, parce que nous savons que le modèle d'agriculture conventionnelle ne peut pas nous amener très loin si on continue dans la même lancée. Donc, nous faisons la promotion de l'agroécologie auprès de nos producteurs à travers les pratiques agroécologiques telles que l'agroforesterie, l'utilisation du compost, même la vente directe. Donc, ce sont des pratiques que nous enseignons aujourd'hui à nos producteurs pour pouvoir s'adapter au mieux au changement climatique. Donc, c'est un peu le grand défi que nous menons aujourd'hui sur le terrain. Et je donne un exemple. Chez nous au Togo, il y a une partie savane où l'agriculture conventionnelle a échoué, mais l'agroécologie a essayé de réussir à gagner un peu du terrain là-bas dans la restauration des sols à travers les pratiques telles que l'agroforesterie, l'installation des cordons pierreux pour pouvoir limiter l'érosion. Et il y a plein de succès aujourd'hui sur le terrain. Et comme M. Sarr vient de le dire, je pense que le Sénégal aussi est beaucoup plus en avant avec la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, avec Indapona et tout ce réseau-là. Et ici au Togo, nous aussi, nous travaillons activement et pour pouvoir asseoir cette forme d'agriculture durable auprès de
tous les producteurs pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Je vous remercie. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une de mes fonctions, c'est justement d'animer le mois de l'agroécologie en Suisse. Donc on a lancé l'invitation à de nombreux acteurs à montrer ce qu'ils faisaient. Donc il y a plein de choses qui se passent en ce moment, que ce soit des ateliers d'experts, des discussions, des débats, il y a plein de choses qui se passent. Donc on se pose aussi la question dans notre pays de se dire comment est-ce qu'on peut promouvoir ce modèle-là, en se disant que ce n'est pas en confrontation avec les agriculteurs, mais au contraire comment est-ce qu'on peut les intégrer et comment on peut partager les solutions et les idées, parce que finalement la vente directe, les circuits courts, enfin comme on était au début minoritaire, donc les agriculteurs qui essayaient de mettre en place des filières courtes, ils ont eu beaucoup d'imagination et beaucoup de bonnes idées qui seraient intéressantes aussi et qui sont qu'ils ont vraiment envie de partager avec les producteurs plus conventionnels. Un autre élément, je vais peut-être finir sur une idée qui peut vous intéresser. J'ai travaillé depuis quelques années sur l'idée des logiciels libres et finalement comment des outils informatiques peuvent soutenir la transition. Donc notamment, ces outils qui existent, qui sont portés par des développeurs informatiques, permettent de gérer une grande complexité et permettent d'aider les producteurs dans la gestion de leur production, de leur vente, de la gestion de leur base de données. Et c'est des éléments qui sont très intéressants, je pense que ça peut vous intéresser aussi. Donc ça se développe, je ne sais pas quels sont les acteurs en Afrique qui s'intéressent à ces questions, mais en tout cas on est très disposés à le partager et je crois que ça peut être intéressant aussi pour vous. J'aimerais juste vous passer la parole une dernière fois s'il y a quelque chose. Madame Marion, si vous permettez, j'ai quelque chose à ajouter. Oui, bien sûr. Alors, parlant d'agroécologie, nous, on a fait beaucoup de travaux pratiques sur le terrain avec les producteurs et aujourd'hui, nous avons un manuel de capitalisation basé sur tout ce que nous, on a eu à faire avec ces producteurs-là dans un manuel de capitalisation qui est disponible sur notre site web, le www.ck.org. Et parlant aussi de l'utilisation des produits chimiques, souvent les gens ont l'habitude de le dire ici, qu'on publie les produits chimiques parce que ce sont les mauvaises herbes. En soi, ce ne sont pas des mauvaises herbes, mais parce que, pourquoi ils disent que ce sont des mauvaises herbes? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ces plantes-là. Et les plantes sont là dans la nature pour bien fonder et on les tue parce qu'on ne connaît pas leur valeur. Et nous avons fait aussi un travail formidable avec nos producteurs et grâce à un atelier de partage, on a demandé à nos producteurs d'amener au moins 5 plantes que les gens estiment que ce sont des mauvaises herbes dans leur communauté, de les amener et de nous donner un peu les vertus, ce que ça soigne, ce que ça fait. Et ça a été un atelier très, très formidable et on a produit aussi un document, un petit recueil sur les plantes médicinales qui est aussi disponible sur notre site web, le www.ck.org. Juste, je dis tout ça parce que les gens ne connaissent pas aujourd'hui les valeurs des plantes. On voit des plantes dans la nature, on pense que ce sont des mauvaises herbes. Or, ce ne sont pas des mauvaises herbes, ça sert à quelque chose, mais c'est un peu l'ignorance qui amène les gens aussi à poser ces actes-là. Et pour ça, nous, on a essayé de produire un recueil sur les plantes médicinales. Et ce sont des plantes qu'on retrouve partout en Chine, au Togo, ici, que les gens ignorent un peu leur valeur. Et nous continuons aussi dans cette même lancée à avoir aussi un recueil de plantes médicinales qui va traiter beaucoup plus les animaux. Et donc, c'est un peu le challenge que nous avons aussi aujourd'hui au CK. Merci. Je vous passe la parole, Monsieur Sapp. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez encore dire qu'on n'a pas évoqué? Bon, juste appuyer ce que vous venez de dire, hein, parce que le milieu agricole, le système alimentaire sénégalais, en tout cas, il a besoin de ces outils informatiques, mathématiques et autres pour justement créer cette plus-value dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'agriculteur devienne autonome vis-à-vis, par exemple, des informations météorologiques.
Parce que sinon, ce qu'on fait ici, c'est bon, il ne pleut pas, on attend qu'il pleuve. Voilà, on ne fait rien, on croise les bras. Alors que rien qu'avec certains logiciels et un petit téléphone, hein, on peut savoir, bon, disons, planifier sa production à partir d'informations météo, à partir de telle ou telle autre information. Donc, je suis tout à fait d'avis que ces outils scientifiques sont indispensables, deviennent de plus en plus indispensables, même au cultivateur qui est dans son champ, dans un village. Et je sais que nous, par exemple, ici dans notre académie, cela fait partie des choses que nous cherchons à promouvoir, que les sciences puissent progressivement aider les producteurs à mieux produire. Là, peut-être sur cet aspect-là, j'ai deux idées qui me viennent. Une, c'est de dire que les jeunes qui arrivent dans le milieu agricole sont beaucoup plus connectés que leurs aînés et beaucoup plus intéressés à ces aspects-là. Donc je pense du côté de la formation, il faudra aussi répondre à ces enjeux-là, parce que ça les intéresse. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire que certains outils permettent de gérer une complexité qu'on ne pourrait pas gérer à la main. Et d'avoir vraiment des informations, que ce soit des bases de données ou autre chose, mais finalement c'est un outil supplémentaire qui peut être au service aussi des producteurs et des transformateurs. Et je pense qu'il y a aussi une capacité avec une certaine technologie, si bien sûr elle est un tant soit peu maîtrisée, de partage d'informations, de connaissances comme nous venons de le faire aujourd'hui. Parce que sans la technologie, finalement, on ne serait pas ensemble en train de discuter sur deux continents en fait, dans des contextes tellement différents. Alors je vous remercie beaucoup pour cette discussion qui était vraiment passionnante. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions. Et merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Kegbeyem de Africa ni wure wom ade every enoejum. Le pitch du jour. À vos marques. Prêt? Pitcher. Je m'appelle Ishi Adamou et je suis ingénieur en génie thermique et promoteur du projet. Dans ce projet entrepreneurial, je suis accompagné de mes collaborateurs de plusieurs profils, parmi lesquels on a les environnementalistes, les ingénieurs en hygiène, sécurité et santé, des communicateurs, des juristes et également des comptables. En réalité, l'accumulation des déchets plastiques est un projet majeur pour les subsahariens. Aujourd'hui, il est important qu'on change de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on considère dorénavant ces détritus non pas comme des matériaux sans aucune valeur, mais comme une ressource à valoriser. C'est vrai qu'il existe des méthodes de valorisation de ces déchets plastiques en dans des pavés, des tuiles, et parfois même dans la réutilisation ou simplement dans les décharges. Mais toutes ces méthodes présentent une limite, c'est la non-élimination des définitifs du polymère. C'est dans cette optique que nous avons mis en place notre projet de transformation des déchets plastiques en biocarburant. Le marché, il est grand. Donc, l'accumulation des déchets est un projet majeur et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il est important pour nous de changer de paradigme et de considérer ces détritus non plus comme du matériel sans aucune valeur, mais comme une ressource à valoriser. Bien qu'il existe des méthodes de valorisation des déchets plastiques, on les utilise dans les liants
avec le béton pour fabriquer les pavés, les tuiles, parfois même simplement à la décharge. Toutes ces méthodes présentent une limitation, une limite, c'est l'élimination définitive du polymère. C'est dans cette optique que notre projet prend toute son importance, car dans notre projet, on parvient à transformer ces déchets plastiques en biocarburants. Parmi parmi ces carburants, nous avons le diesel, nous avons l'essence et nous avons également le gaz. Les études nous poussent à vous présenter les rapports de l'Institut national de la statistique au Cameroun. En effet, au Cameroun, on importe environ pour 3 milliards de francs CFA en termes de carburant, ce qui représente un volume d'1,670,000 tonnes de carburant et lubrifiant. Tout ça pour un marché de plus d'1 million de voitures. Et je tiens à vous rappeler que l'industrie thermique également utilise en majorité le carburant pour les machines thermiques. Nous avons, en termes d'analyse des concurrences, quelques entreprises qui utilisent ces déchets plastiques-là, mais les statistiques données par le ministère de l'Environnement qui présentent environ 600 000 tonnes de déchets plastiques par an sont transformés en moins de 5%. D'où nos forces, qui sont un projet innovant parce que ce projet détient un brevet, de deux, pas de concurrence en termes de transformation des déchets plastiques en carburant. 3, la matière première qui est gratuite et c'est un gisement dynamique, c'est-à-dire qui s'augmente au fur et à mesure. Le produit est non périssable avec un gain exponentiel. Nous connaissons très bien le secteur du pétrole et un fort retour en investissement. Parmi les points faibles, nous pouvons citer la législation camerounaise qui n'a pas encore régi des lois autour de la transformation des déchets plastiques en carburant, la politique en place et aussi la collecte des déchets plastiques parce que les Camerounais n'ont pas encore allié la philosophie du tri. Donc, en termes de budget d'investissement, pour environ 50 millions de francs CFA, nous pouvons, pour une première année, une évolution des ventes de près de 380 millions de francs CFA. Cumulé sur 5 ans, nous allons atteindre le milliard. En termes d'impact, maintenant, nous avons d'abord l'élimination du polymère plastique, qui est la source première de certains cancers, de certaines maladies cancérigènes, des inondations et de la destruction de l'écosystème aquatique. Nous allons créer des emplois. Dans l'économie, nous allons mettre en place une industrie forte et également valoriser l'ingénierie camerounaise. C'est un projet réel sur lequel nous avons commencé depuis 2017. Vous allez voir en image les installations que nous avons réalisées du côté de la ville de Ngaoundéré dans l'Adamawa. Vous allez les avoir en image. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous sommes ouverts à toutes vos questions et également à toutes vos suggestions. Merci. Questions-réponses. Alors, Monsieur Adamou, au nom du jury, on vous remercie pour votre présentation. On avait une question au niveau de la concurrence, parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de concurrence. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est la technologie que vous avez qui va vous permettre d'être seul sur ce marché ou voilà, expliquez-nous s'il vous plaît comment expliquer qu'il n'y ait pas de concurrence aujourd'hui sur le créneau dans lequel vous êtes. Okay, c'est très simple. Après nos études, on s'est rendu compte que toutes les entreprises qui font dans le recyclage ici là, c'est eux-mêmes qui passent le temps à ramasser les déchets plastiques. Donc nous, on va acheter les déchets plastiques. Du coup, on va installer dans le cerveau de la ménagère un logiciel qui va lui faire comprendre que ces déchets plastiques sont plutôt un moyen de revenu pour elle. Donc du coup, ça va faciliter la récolte des déchets plastiques. Donc la concurrence n'est pas très rude parce que les principaux acteurs ici là n'achètent pas les plastiques. Du coup, tout le monde s'en fout et on jette de partout. Nous, on va acheter les plastiques. Du coup, ça va stimuler les utilisateurs de plastique à les conserver pour nous vendre en retour. Ok, donc si on comprend, vous avez un modèle d'affaires où vous achetez au résidentiel et puis vous retraitez les plastiques et puis vous revendez la matière brute retransformée par vos soins, si on a bien compris. Du coup, qui seraient vos acheteurs? C'est nous les acheteurs. J'imagine que vous voulez poser la question à savoir qui sont les vendeurs. Voilà, qui vont acheter vos produits, on va dire ça comme ça.
Votre produit transformé. Ok. Bon, ici au Cameroun, déjà les automobilistes utilisent des machines thermiques. Donc, on aura les automobilistes, on aura également les industries qui utilisent les machines thermiques. Je tiens à vous rappeler que la pénurie des carburants au Cameroun, c'est monnaie courante. Donc, chaque jour, il y a pratiquement pénurie. Donc, c'est un secteur vierge, c'est un secteur large et c'est un secteur avec beaucoup d'opportunités en termes de vente de carburants. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le principal frein par rapport à votre modèle d'affaires et où est-ce que vous en êtes concrètement aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, nous avons réalisé un prototype. C'est ce prototype qui nous a permis d'obtenir un brevet d'invention. Et le frein, c'est que pour passer au modèle industriel, il faut un peu plus d'argent. Et nous, étant des jeunes, n'avons pas ces moyens-là. Du coup, on s'est décidé de se tourner vers des investisseurs qui peuvent nous accompagner à réaliser, à mettre en place une usine qui va nous permettre de réaliser une production de masse. Parce que celle que nous avons, c'est une usine artisanale et la production ne se fait pas de masse. D'accord. Donc, si l'équipe Zion étant des investisseurs, on devait investir dans votre projet. Aujourd'hui, avec qui vous allez démarrer votre projet et comment vous voyez la croissance de votre projet dans les grandes lignes, évidemment? C'est un projet industriel amovible, c'est-à-dire quoi? En fonction des moyens que nous allons agrandir la capacité de la transformation de nos déchets plastiques. Pour le moment, nous sommes dans un modèle économique qui va nous permettre de transformer 1 tonne de déchets plastiques par semaine. Or, je tiens à vous rappeler tout à l'heure que j'ai dit que le Cameroun en dispose environ 600 000 tonnes. Nous, on a seulement la capacité à transformer 1 tonne avec le modèle économique actuel. Donc, ce qui fait que c'est un champ qui est encore véritablement immense. Si on a plus de budget, plus on aura les taux de distillation, plus on aura une forte production. Donc, dans 5 ans, nous avons dimensionné notre projet sur 5 ans avant de passer à la phase d'expansion. Ok, très bien. Et dernière petite question, on a vu que finalement vous arrivez à faire on va appeler ça du bio-carburant. Comment vous voyez l'avènement des véhicules électriques? Est-ce que c'est pas une industrie qui risque d'empiéter sur vos débouchés? Comment est-ce que vous voyez les choses au Cameroun? C'est l'électricité. Je suis sur un groupe électrogène. Et ce groupe électrogène utilise du carburant. Donc, on ne va pas seulement se calquer sur les modèles des véhicules. Comme je l'ai dit, il y a les grandes entreprises qui utilisent des machines thermiques. On a les groupes électrogènes qui utilisent des machines thermiques. Et même si je parle des véhicules, j'utilise encore les véhicules des années 2000, c'est-à-dire qui datent de 22 ans. En plus de cela, l'électricité, la quantité d'électricité qu'il y a au Cameroun ne suffit même pas déjà pour la population. Ce n'est pas pour les voitures que nous sommes prêts. Ok, entendu. C'est très clair. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et passez une bonne journée. Merci, au revoir. Votez pour le meilleur pitch projet en vous rendant sur www.salonafriquezks.com. Les projets seront récompensés le vendredi à Lausanne. Je m'appelle Habib Dafo et je suis le directeur de la société Mboa Digital. Mboa Digital réalise des logiciels. Nous développons, concevons des logiciels sur mesure pour soutenir l'activité de nos clients. Donc, ce sont des clients grands comptes en général qui ont des process à digitaliser pour améliorer leur productivité. Alors, depuis le CIE 2020, je dois dire que ça a pas mal bougé. Donc, l'une des réalisations, c'est qu'enfin, on est dans nos locaux. Parce qu'il faut savoir que j'ai fondé Mboa Digital en 2018, en 2019, l'entité au Cameroun. Donc, j'étais dans un local, dans un duplex, je vivais à l'étage, mes employés étaient au rez-de-chaussée. Et donc, progressivement, on a commencé à être un peu plus nombreux. Donc, j'ai déménagé, on a utilisé tout le duplex.
Et récemment, il y a quelques mois maintenant, il y a 4-5 mois, on a emménagé dans nos locaux, dans le centre business de Yaoundé, et ça nous permet d'avoir aussi une visibilité pour aller aussi toucher les clients localement. Je dois dire que la principale chose dont on est fier aujourd'hui, c'est d'avoir créé une marque. Ça a été vraiment le chantier sur lequel on a dû s'employer parce que attirer les talents, ce n'est pas simple, surtout quand on est une société anonyme. Il faut savoir qu'on est parti de zéro. Je suis rentré au Cameroun avec un projet sur du papier et dès le départ, il a fallu convaincre les personnes qui étaient vraiment au top de nous suivre dans cette aventure-là. Donc aujourd'hui, la bonne surprise, c'est de voyager de part et d'autre dans le monde et de rencontrer des gens qui me disent « Ah tiens, Mboa Digital, j'en ai entendu parler, vraiment vous êtes au top, vous faites des produits de qualité » et ça fait vraiment plaisir. Donc on continue ce travail-là. Le marketing pour nous, c'est plus que de faire juste un spot publicitaire. C'est vraiment travailler sur nous, sur la qualité de nos consultants, sur la qualité de nos produits, et ça parle pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, notre croissance, elle est essentiellement organique. Donc les clients, on est arrivé aujourd'hui à plus de 20 consultants. C'est sur la base des clients qu'on a eu dès le départ. Ils sont satisfaits, ils reviennent vers nous avec davantage de projets et on réalise. Donc oui, on fait du marketing pour commencer à se faire connaître, du marketing digital essentiellement, mais la grande satisfaction, c'est vraiment d'avoir construit cette marque-là qui aujourd'hui, dans l'esprit des développeurs au Cameroun, dans l'esprit de ceux que je rencontre en Europe et ailleurs, est synonyme de qualité. Donc ça, c'est vraiment notre plus belle réalisation. Ouais. En ce moment, nous travaillons sur un plan de growth sur les 3 prochaines années parce qu'on a à cœur de doubler notre effectif et de passer le 1 million d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2-3 ans. Donc pour cela, on est en cours d'embauche d'une équipe commerciale en Europe parce qu'on est encore beaucoup à l'export. Et on travaille aussi sur lancer des produits locaux à destination d'entreprises au Cameroun et en Afrique. Donc ça, ce sont les perspectives. On a à cœur d'être vraiment une entreprise référente en Afrique centrale et on y travaille avec acharnement. C'est top, c'est toujours génial d'avoir des échanges, des retours d'expérience d'autres entrepreneurs parce que il faut vraiment être dans une communauté pour avoir le soutien dont on a besoin, sinon c'est difficile d'entreprendre seul. En général, on entreprend plutôt en meute. Et dans ce sens-là, Zion fait un travail formidable d'aller à la rencontre des acteurs locaux, de proposer de l'accompagnement, d'être la voix qui va interpeller la diaspora pour dire est-ce que vous savez qu'il y a des opportunités, est-ce que vous savez qu'ensemble on peut faire changer les choses. Donc ça a été une belle expérience jusqu'ici avec Zion et en ça je salue beaucoup le fait qu'il y ait eu un deuxième salon dans la foulée. Ça montre qu'il y a une continuité et ça montre qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Donc vraiment je vous souhaite tout le bien. Je vous souhaite tout le bien. On a besoin de vous. Continuez. Ben bien sûr, envoyez les bons de commande. Envoyez les bons de commande, s'il vous plaît. Non, mais allez-y, intéressez-vous un peu à ce qui se fait localement. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même quelques ressources en ligne qui permettent de se faire une idée de ce que c'est Mboa Digital. Et share the love, spread the word. On est là pour faire changer les choses. Oui. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Merci d'avoir suivi cette journée. Nous vous donnons rendez-vous à 18h30 en ligne et sur inscription pour les sessions de business speed dating et de débriefing avec les acteurs de la journée. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible.